Vous voyez, on change pas une équipe qui gagne. Il y a ma voisine qui est à nouveau partie dans le sud. Donc voilà, on va donner manger au chat. Ben, l'actualité en ce moment, elle est active du côté de l'Afrique. C'est une épidémie, comme disait notre cher président, c'est une épidémie de punch. De putsch. Il y a vraiment une épidémie là-bas, il se passe quelque chose. Et on voit que cette jeunesse en a marre, ils en ont marre des vieux sbires. Ils veulent dégager tout ça. Et ils s'accrochent au pouvoir, mais c'est fini pour eux. Ah, si ça pouvait être les prémices de... Si ça pouvait être les prémices de ce qui se passe chez nous, alors là, s'ils pouvaient contaminer nos consciences de façon à ce que nous aussi, on puisse se débarrasser de toute cette vieille clique qui pourrit le pays depuis des années, ça serait très rafraîchissant que quelque chose d'autre prenne la place. Et ça donne envie. Quand on voit, ils sont réjouis, ils exaltent de joie quand c'est comme s'ils se libéraient d'un carcan, d'un truc lourd. Alors, évidemment, derrière, c'est instrumentalisé, c'est récupéré, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose de plaisant dans cette forme de libération. Il y a comme un carcan. Ils en ont marre de ces vieilles badernes qui gardent le pouvoir, qui s'accrochent au pouvoir. Comme chez nous, les Fabius et compagnie, au Conseil constitutionnel, tout ça, le Sénat, tout. Il y a ce renouveau semble les galvaniser et leur donner beaucoup de joie, ce qui est quand même sympathique. Je trouve ça, même si derrière il y a des propos démagogiques qui sont peut-être un peu dangereux, parce que il faut pas perdre, comme je le dis dans une autre vidéo, il faut pas perdre de vue l'économie. On vit d'économie, donc il faut que ça tienne la route, évidemment. Mais c'est vrai que quand il y a des mouvements comme ça, quand on sort de ces carcans dans lesquels, de fausses démocraties dans lesquelles on est, ça réjouit le cœur, ça fait plaisir, ils dansent, ils chantent, c'est très bon enfant, il n'y a aucune violence. Faut remarquer, il n'y a pas de violence. Et on ne sent pas l'instrumentalisation de pays étrangers dans ce coup-là. Je pense que les militaires, ceux qui prennent les juntes, comme on dit, sont des jeunes militaires qui ont peut-être envie de bouleverser la donne, en tout cas, de changer de rapport. Ils sont pas bien dans cette relation. Ils sont pas bien dans la relation d'une part qu'ils ont avec la France. Il est clair que ça doit être renouvelé, inventé autrement. Cette relation néocoloniale, elle n'est pas bonne, elle est malsaine, Et puis, il y a eu beaucoup de magouilles, ils le savent, et chez nous aussi. On sait très bien que ceux qui ont été dans la France-Afrique ont magouillé, et donc on est loin de tout ça. On n'est pas au courant, mais on imagine. Donc il y a quelque chose de corrompu dans tout ça, et peut-être que ces militaires qui semblent assez jeunes ont envie que quelque chose se passe. J'ai une crainte, c'est qu'ils s'écartent de la réalité, qu'ils soient un peu grisés par une forme de libération en imaginant un monde super beau, et j'ai peur que ça leur retombe sur le nez parce que le monde réel est impitoyable avec ce type d'action, et si les Africains échappent à la mainmise de certains intérêts, j'ai peur que ça s'aggrave pour eux, quoi. On sait pas, vous savez, c'est que en face de nous on l'a vérifié en France, avec les gilets jaunes, la révolution du peuple, ils n'aiment pas, quand le peuple se manifeste comme ça et fait trembler les pouvoirs,
ça, ils aiment pas du tout. Et là, c'est là qu'ils mettent les moyens. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que devant la spontanéité et la réjouissance de certains habitants, de certains Africains, et j'ai peur qu'ils soient réprimés par la suite d'une manière violente par l'État profond qui, lui, fait pas de cadeau à la liesse populaire. Quand il y a une liesse comme ça de bon enfant, comme il y avait avec les Gilets jaunes, ils détestent ça, parce qu'ils sentent qu'il y a une coalition, ils aiment diviser. Donc quand ils sentent que la population s'unit, quand ils sentent une union, quand ils sentent une ferveur, ils détestent ça. Et c'est donc, c'est là où se situent mes craintes. Je me demande s'il va pas y avoir un retour de bâton. Comme nous on en a eu avec les Gilets jaunes, on s'est fait rudement éteindre, taper dessus, ils ont été impitoyables. Et ils sont capables de justement laisser en liberté les racailles et les malfaisants pour justement décourager la population par un climat d'insécurité. Ils jouent avec tous ces paramètres. Ils peuvent très bien faire ça en Afrique aussi, avec des éléments qui perturbent la société. Il peut y avoir aussi des malfaisants chez eux qui créent une insécurité dans la population et que cette population soit déchante ensuite. Tous les moyens sont bons, je dirais. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment prudent. Et puis toujours, quand il y a ce qui me paraît stressant dans ce qui se passe en Afrique, c'est le côté bon enfant et sans violence. C'est-à-dire, c'est des coups d'État qui s'opèrent sans aucune violence, sans mort, sans blessés, sans rien. C'est quand même fantastique, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victimes. Les victimes, pour l'instant, ce sont les routiers, les commerçants, tous ceux qui vivent du trafic, parce que tout ce qui passe par le Bénin était bloqué. Et là, il y a beaucoup comme j'y pense beaucoup à ces entrepreneurs, ces gens qui ont des camions, tout ça, ils sont en train de perdre de l'argent, la nourriture, et il y a des problèmes aussi au niveau de la nourriture qui est stockée et qui est peut-être mal stockée également, enfin qui peut être périssable, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a des tas de problèmes dont on n'a pas connaissance, mais qui risquent de créer une famine ou qui risquent de créer de grosses difficultés. Faut faire attention, parce qu'il y a quand même les sanctions économiques qui sont très pénalisantes pour la population. Celles qui bossent, justement, celles qui travaillent beaucoup. Alors, pour ça que d'un côté, ça fait du bien de se libérer de tous ces sbires qui s'étaient accrochés d'une manière malhonnête au pouvoir en trichant aux élections. Mais par ailleurs, il peut y avoir une phase d'instabilité qui soit encouragée par certains intérêts, par certains États, et là, attention, retour de bâton. Pour ça que je milite pour la prudence, parce que nous, on a compris en tant que Gilets jaunes, on a vu qu'on était grisé par beaucoup, on y croyait, on pensait que ça allait déboucher sur quelque chose. Et la répression, d'une part, plus la récupération par l'extrême gauche du gouvernement, qui eux sont les traîtres, c'est les fameux porteurs de valises, c'est ceux qui trahissent toujours, eux, ils ont cassé le mouvement, les extrêmes gauches. Parce que à l'origine, les Gilets jaunes, c'était pas de l'extrême gauche, évidemment. Vous vous en doutez bien. Voilà un peu la situation. Alors, il y a des gens qui pensent que je suis désespéré quand j'écris des textes un peu sombres. Non, c'est un exutoire. L'écriture est un exutoire. C'est comme les vidéos, ça peut être aussi un exutoire. Mais je ne suis pas dépressif. Je ne suis pas dépressif, je ne prends pas de médicaments, je ne suis pas en dépression. Alors, oui, je dis pas que c'est pas parce que quelque chose me rend triste ou quelque chose me peine ou me fait du mal que je tombe dans la dépression. On a le droit de souffrir. On a le droit de revendiquer une souffrance. Et quand on sent que notre pays va à volo, que tout va à volo, qu'il y a des gens qui sont qui souffrent actuellement,
ce soit chez nous ou à l'étranger, on a le droit de souffrir. C'est pas un mal, vous savez. On n'est pas obligé de sauter en l'air tout le temps et de rire et de s'amuser. Le contexte n'est pas là. Quand vous aurez un contexte favorable aux réjouissances, oui, là, tout à fait. Je suis le premier à organiser une fête et à m'amuser, à danser, tout ce que vous voulez, à mettre de la musique. Mais on n'est pas dans un contexte comme ça. C'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Tout le monde pense qu'il faut être dans le positif, mais c'est agaçant, ce martelage qu'on a mis dans la tête de beaucoup de gens qui sont d'ailleurs dans la spiritualité ou la religion, qui pensent qu'il faut être dans le positif et qui se forcent à être dans le positif. Du coup, ils se créent des maladies parce qu'ils ne sont pas en osmose. Ils se créent eux-mêmes des maladies parce qu'ils contrarient le contexte. On est dans un contexte de gravité, je l'ai déjà dit, on est dans un contexte où les choses sont dures, éprouvantes, la solitude, la difficulté financière, tout ça c'est des réalités. Alors évidemment, ceux qui ont plein de pognon, qui sont sur la Côte d'Azur et qui veulent, peut-être qu'eux ils voient la vie rose pour l'instant, mais il suffit qu'ils se fassent agresser par une chance pour la France et leur vie elle bascule. Donc c'est une illusion si vous voulez tout ça. Non, le contexte général est très difficile, c'est pour ça qu'on souffre. Mais on ne souffre pas parce qu'on est dépressif, ça n'a rien à voir, ça peut rendre dépressif. Et justement, moi je me sers de mon expression pour ne pas être dépressif. Donc c'est un exutoire. Et il faut savoir que vous pouvez l'utiliser cet exutoire pour vous. Quand vous écrivez, ça vous fait du bien. Quand vous vous exprimez, ça vous fait du bien. Il faut s'exprimer, il faut sortir de soi tout ce qui nous touche, la souffrance, tout. Et quand on sort et quand on exprime, on guérit. Et donc on ne tombe pas malade et on n'est pas dépressif et on ne prend pas de médicaments et on se nourrit normalement et on dort et voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est simplement un exutoire. Et il faut que vous le preniez vous-même comme un exutoire. Pour vous aussi, c'est un exutoire. Ça fait du bien. On crie un bon coup, on gueule un bon coup, on pleure un bon coup s'il le faut, puis après la vie reprend. Mais on ne peut pas dire que le contexte dans lequel on est peut nous conduire à une certaine euphorie, une certaine joie, puisque regardez, c'est d'une tristesse. La campagne est triste. Vous passez dans mon village, c'est d'une tristesse épouvantable. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Les gens sont enfermés chez eux, derrière leur écran. Regardez, je suis sur regardez, je suis sur un chemin un GR qui devrait être très fréquenté. Normalement, c'est un endroit où les gens devraient faire de la randonnée, marcher, se promener. Pas de gens ici qui sont à la retraite, qui sont plus en activité. Mais vous avez vu, je rencontre quasiment personne. Jamais. Je suis seul. Alors que ça devrait être c'est un chemin de randonnée. Donc, je devrais croiser des gens, je devrais rencontrer des personnes. Non. Vous allez au village, c'est pareil. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Et c'est le cas de beaucoup de villages en France. Les gens sont enfermés chez eux, communiquent plus, ont peur de parler, ont peur de s'exprimer. Oui, c'est donc le contexte qui est comme ça. C'est un peu logique, voyez. Alors, puis à l'âge aussi qu'on a, on appartient à une génération qui n'est pas forcément, quand on est jeune, tout ça, c'est normal qu'on soit. Et encore, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas bien, qui sont dépressifs, qui n'ont pas d'avenir, qui se posent des questions sur l'avenir. C'est logique de se poser des questions sur l'avenir quand on a 20 ans. Donc là non plus, c'est pas facile. Donc en gros, on n'a pas de quoi sauter de joie et de faire les malins ou les fanfarons. C'est tout ce que je veux dire. Mais non, je ne suis pas dépressif. Je ne suis pas dépressif. Je répète, je ne suis pas dépressif. Si j'étais dépressif, je serais dans mon lit en train de somatiser, tout ça. Je sors, je m'occupe du chat de la voisine, je fais mes cours, je vais au marché, je vis normalement, suivant un rythme, bien entendu, particulier. Parce que, voilà, il faut avoir un équilibre dans sa vie. Des choses organisées. C'est ma manière à moi, en tous les cas, de me tenir. C'est-à-dire tenir ma maison, tenir mon jardin, faire mes vidéos, faire mes écritures quand je suis inspiré la nuit. Et puis, les jours passent comme ça. Il est clair qu'on ne va pas rester dans cette situation, j'espère, encore 107 ans. Je pense qu'il va y avoir un moment, un dénouement, d'une manière ou d'une autre, mais qu'il va falloir dénouer le nœud.
on est dans un nœud qui doit être dénoué. C'est pour ça que par écho, ce qui se passe en Afrique nous fait du bien quand même. Ils se libèrent, regardez, vous allez voir une vidéo que j'ai faite, ils se libèrent et ils chantent, ça fait du bien de voir des gens chanter. Mais parce qu'ils se libèrent d'un poids, d'un carcan politique dont ils ne veulent plus. Après, ils vont s'organiser autrement, ils vont peut-être trouver des solutions, ou alors il va y avoir un retour de bâton, parce que l'État profond, lui, n'en fait pas de cadeaux à ces gens-là. Mais on verra bien. Pour l'instant, nous, on n'est pas dans cette réjouissance, parce que on est obligé de subir les informations, les médias, la propagande. On est vraiment sous une coupe qui nous enferme dans un système de propagande. C'est très difficile de se libérer de ça. C'est pesant, c'est très pesant. Notre société est très pesante. C'est pour ça qu'il faut des exutoires. Voilà. Je pense que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Et je ne me plains pas sur moi-même. Il y a des gens qui disent, mais il y a pire. Mais je me plains pas sur moi-même. Je suis triste de constater qu'autour de moi, il y a une dégradation de toute, une dégradation morale, une dégradation spirituelle, une dégradation matérielle. Tout est lié. Tout est lié. Et qu'il y a une dégradation à tout point de vue de l'art, de l'architecture. Vous voyez, tout était... On voit plus de belles maisons. Avant, on voyait encore surgir il y avait des innovations en architecture. On allait voir, on disait, tiens, regarde. Moi, je me souviens, quand on était gamin, avec mes parents, on allait se promener, on allait voir des maisons. Et on disait, ah, celle-là, elle est belle. Et puis on rêvait, on disait, ah bah, peut-être qu'un jour, j'aurai de maison. Vous voyez, c'était rien, mais on se projetait comme ça. Puis il y avait des architectes qui faisaient des efforts, qui créaient des trucs. Mais aujourd'hui, c'est des cubes, c'est horrible. Il n'y a même plus un endroit où on peut aller voir des jolies maisons. Et c'est vrai, comme j'en ai vu, moi, quand j'étais aux États-Unis, je voyais des maisons magnifiques, ça fait rêver. C'est pas grave s'il y a des riches, on s'en fout, mais quand on passe devant, c'est beau, on regarde, on rêve, on a besoin de se nourrir aussi du beau comme ça. Et on ne fabrique plus de beau. Donc, il y a quelque chose collectivement qui est vraiment dégradé. C'est pour ça que le contexte est difficile. Et c'est pour ça, là, vous me direz, il y a la nature. Oui, certes, il y a la nature, mais ça suffit pas non plus. Ça suffit pas. On a besoin d'humanité aussi. On a besoin de sentir une humanité qui vit, qui est créative, qui est vivante, qui n'est pas amorphe. Et puis ces écrans qui polluent aussi. Beaucoup de gens passent énormément de temps derrière les écrans, moi-même aussi, trop. Mais on se réfugie dans les écrans puisque on n'a plus de compagnie, on n'a plus personne qui passe prendre le café ou qui vient discuter avec vous de choses intéressantes. C'est de plus en plus rare, de plus en plus rare. On a de plus en plus de difficultés à trouver des partenaires avec lesquels prendre l'apéro, échanger, discuter de tout puis de rien. Et puis d'un seul coup, on est pris on est inspiré, on dit des choses intéressantes. C'est comme ça. On programme pas à l'avance. C'est ça la vie. On est en train de perdre ça. On est en train de perdre. Alors c'est rude. Il faut tenir jour après jour. Il faut tenir et ne pas perdre son équilibre. Et donc on se sert de ce que l'on peut. D'où les exutoires qui sont là pour exprimer le ras-le-bol intérieur. Puis une fois qu'on a sorti notre ras-le-bol, une fois qu'on a exprimé notre ras-le-bol, on va mieux. Il vaut mieux ça que de prendre des cachetons, des antidépresseurs. Voyez ? Bon. Mais n'hésitez pas vous-même à faire ce que je fais. N'hésitez pas à vous exprimer. Je vois, vous avez tous des chaînes, vous avez tous des YouTube. Bah, exprimez-vous. Vous verrez, c'est très étonnant. Il y a des gens qui viennent vers vous, qui sont contents d'écouter ce que vous avez à dire, parce que vous le dites avec des mots simples, des expressions simples, des expressions ordinaires. Vous n'êtes pas un grand intellectuel, vous n'êtes pas un grand... Vous ne maniez pas forcément la langue française à la perfection, et pourtant, bah, ça touche. Ça touche. Certains se sentent concernés, sentent une forme de fraternité aussi. Donc profitez de vous servir de YouTube et de vous exprimer si ça vous fait du bien. Il y a des choses qui sont nécessaires parfois, donc qu'on a besoin d'exprimer. Et je vous assure, avec une caméra, on exprime des choses qu'on n'exprime pas forcément face à une personne.
parce que la personne n'est pas forcément réceptive à ce que vous dites. Moi j'ai vu, je parle très peu en fait quand je suis en compagnie. Pourquoi? J'écoute plus que je parle. Pourquoi? Parce que je vois que l'interlocuteur n'est pas attentif forcément à ce que je dis. Et je peux rarement développer un point de vue jusqu'au bout où je suis interrompu. Et d'un seul coup, je perds le fil de mon raisonnement. Parce que je vois que la personne est impatiente de placer son point de vue à elle. Et donc le dialogue est difficile en général. Et les gens ont besoin de parler, besoin de parler, besoin de parler. Donc c'est difficile d'établir un échange, un va-et-vient. C'est très compliqué. Donc je suis souvent dans la position de celui qui écoute, parce que d'une certaine manière, l'autre prend le pouvoir et vous impose son sujet. Il a un sujet, il veut vous l'imposer. Et moi je suis... ça m'étonne, j'ai tellement écouté dans ma vie que ça ne me dérange pas, parce que j'ai fait que ça écouter. Et du coup, j'ai maintenant les vidéos pour m'exprimer, bien aller au fond, d'un raisonnement, poursuivre la conversation. Il n'y a personne qui m'interrompt, c'est l'avantage. Et puis après, une fois que j'ai bien développé une idée, que je suis allé au bout d'un raisonnement, je suis content. Avec la vidéo, je le peux, parce que je ne suis pas interrompu. Mais je ne peux pas le faire quand je suis en compagnie. C'est très compliqué, c'est très difficile. Ou alors, il faut être conférencier et exiger des gens qui vous écoutent d'une certaine manière, collectivement. Et là, vous pouvez aller développer un point de vue, une idée. En tous les cas, on vous écoute quand vous êtes dans une position où vous êtes sur une estrade, etc. Mais là, c'est pas le cas. Je parle d'une simple conversation avec une personne. Bon, en général, c'est un monologue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai l'habitude, vous savez. J'ai tellement... Je vous dis, mon boulot, c'était d'écouter les gens. Quand j'étais à l'inspection du travail, ils venaient me voir. J'ai perdu mon boulot. Est-ce que je vais être viré? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au prud'homme? Machin, bidule. Quels sont mes recours? Quels sont mes droits? Voilà. Et puis, des gens perdus, des gens éprouvés, surtout en fin de carrière. Et des gens, je suis harcelé par ma collègue, chez mon chef, voilà, il me fait des allusions douteuses, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes recours, etc. Voilà, c'était ça mon boulot. J'entendais tout le monde me parler de leurs problèmes au travail. J'étais à l'inspection du travail, au renseignement. J'étais pas inspecteur du travail, j'étais au renseignement. J'étais là pour renseigner les gens. C'est un travail que j'ai fait très tard, avec une formation rapide, donc j'ai essayé de faire le maximum pour me former. Hein, j'avais des collègues qui faisaient ça depuis 30 ans, et des fois elles trouvaient à redire parce que quand je répondais à un mail, j'oubliais une virgule. Alors tout de suite, elles allaient baver auprès du chef pour me décréditer. Mais je faisais ce que je pouvais. Qu'est-ce que vous voulez quand vous arrivez? Elles font ça depuis 30 ans. Tu les vois là-dedans. Elles sont là. Elles n'ont jamais pris un risque dans leur vie. Et toi, qui as fait 10 000 vies dans ton existence, t'arrives dans du droit du travail que tu connais rien. On te fait un petit stage de 3 semaines et d'un seul coup, tu dois renseigner la terre entière sur le droit du travail. Tu as 300 conventions collectives. Le droit du travail, c'est une brique comme ça. Et tu devrais tout savoir du jour au lendemain. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Donc, fatalement, c'est vrai que peut-être que parfois, j'étais approximatif dans ma réponse, ou je pouvais peut-être me tromper, mais tout au moins, je travaillais et je faisais ce que je pouvais. Bon, bah, aussitôt, quand vous avez surtout que j'ai fait ça à 55 ans, donc vous avez des collègues sans pitié qui font ça depuis 30 ans, aigris, le visage, il y en a une à ressembler à la famille Adam, elle était tout le temps dépressive, elle était horrible, et elle pensait qu'à dire du mal de toi. Enfin bon, c'est vraiment pitoyable ce monde-là. Je l'ai connu, je l'ai vécu. Bon, moi je faisais ce que je pouvais, j'étais dans un monde où il faut avoir un peu de tolérance et de clémence. Puis après, j'ai profité quand j'ai vu qu'il y avait le Covid, c'était télétravail et je voulais plus les voir. Après je dis basta, j'ai pris ma retraite le plus rapidement possible et tant pis, même si je suis pénalisé, mais je ne pouvais pas rester avec une meute de gens aussi pourris. Et donc,
du coup, bah, j'ai fait ce travail quand même avec plaisir, c'est-à-dire que moi je faisais ce que je pouvais pour les aider. La preuve, c'est qu'il y en a qui voulaient venir vers moi, j'ai même une. Alors il y en a qui me disent c'est pas normal, t'as reçu un cadeau. Bah oui, mais j'ai plus rien. Si les gens sont contents, ils viennent me voir, ils sont contents de ce que je leur dis. Évidemment, il y avait une dame qui m'avait offert une bouteille de Porto, elle était portugaise. Bah, j'étais content. Évidemment, des fois ils voulaient repasser avec moi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et je reçois bien les gens, je suis gentil avec et tout ça. Alors évidemment, le chef, lui, il voit pas ça. Lui, il pensait qu'à draguer une autre là qui était là, plus jeune, et était là comme un vieux machin là qui bavait devant. Alors moi, j'existais pas. C'est lamentable, lamentable. Ce monde-là est lamentable. Alors j'espère que si quelque chose se passe dans la société, qu'il y a un effondrement, j'espère qu'ils vont morfler, parce qu'ils méritent que d'une chose, c'est de morfler, vraiment morfler. Des fois, je me dis au moins, s'il y a un effondrement, ces gens-là, ils vont descendre de haut, parce que déjà, d'une part, physiquement, ils n'ont pas la santé, ils sont pas en forme, et d'autre part, comme ils ont des mentalités de merde, eh bien, je pense qu'ils seront dégommés à la moindre difficulté dans la vie. On leur fera pas de cadeau. Ils sont mauvais, ils sont sales, ils sont moralement infréquentables. Donc du coup, ben, vous voyez, je me suis tapé ça. Et du coup, ben, quand je recevais les gens, comme je vous dis, je les écoutais. Et j'écoutais attentivement ce qu'ils me disaient. Ce qui me permettait de trouver en eux la clé, parfois la clé qui leur fasse du bien, qui les libère d'un poids. Et j'avais peu de temps, j'avais une demi-heure d'entretien. Mais en écoutant bien, en regardant physiquement la personne, en voyant sa détresse, parce qu'ils venaient me voir quand ils étaient vraiment au bout du rouleau, qu'ils avaient épuisé toutes les solutions, et ils disent, bon, à la fin, je vais aller à l'inspection du travail, je vais bien voir. Alors évidemment, ceux qui tombaient sur moi, ils avaient la chance parce que j'avais pas l'esprit fonctionnaire, vous savez, qui remplit son fichier Excel et qui en a rien à foutre des gens. Ça, j'ai connu ça dans la fonction publique. Mais pas que, il y a des gens qui sont très humains. Je suis tombé sur des gens qui étaient très humains aussi. Donc, je n'étais pas le seul, hein, non plus. Pas non plus dire n'importe quoi. Il faut être équitable dans ses jugements. Donc, il y avait des employés qui travaillaient bien et qui faisaient très bien leur travail. Que ce soit des inspecteurs, il y avait des cons, mais il y avait des gens qui faisaient très bien leur boulot. Je l'ai vu, même si on ne partageait pas les mêmes opinions, mais je les ai vus, j'en ai vu certains prendre à cœur leur dossier et intervenir justement, pas systématiquement, mais vous voyez, il faut pas être non plus unanime sur une question, il faut être modéré. C'est pour ça que quand vous allez dans une administration, dites-vous bien que vous pouvez tomber sur des gens bien, qui vous aident et qui vous dépannent. Ça arrive, il y en a, que ce soit n'importe où, à l'URSSAF, tout ça. Il y a du bon, du mauvais, mais vous avez, les fonctionnaires, c'est des humains avant tout, donc vous tombez pareil sur des cons, mais vous tombez sur des gens bien aussi, et qui peuvent bien vous dépanner parfois, bien vous aider, bien vous renseigner. Et c'était le cas pour moi, je faisais vraiment le maximum pour bien les conseiller dans leur intérêt à eux. Je leur sortais pas un catéchisme du droit du travail, je leur donnais un point de vue, parce que moi j'étais passé par là, j'ai connu le chômage, j'ai connu beaucoup le harcèlement moral, j'ai connu des choses, donc du coup j'avais, si vous voulez, la facilité pour me mettre à leur place et les orienter correctement pour que eux s'en sortent bien. Parce que le but c'est pas de leur donner une solution, je dirais, légale, qui les entraîne vers une procédure qui parfois peut les entraîner dans une péripétie terrible, ou même vous conseillez un courrier à votre patron. Moi, je disais oui, mais est-ce que votre travail vous voulez le garder? Parce que si vous faites, parce que j'en ai vu, il disait il faut écrire ça à votre patron en recommandé. Bah oui, mais enfin si tu écris un courrier recommandé à ton patron où tu lui fais mentionner tel article et tel article, il va peut-être mal le prendre et te dégommer, tu vas te retrouver au chômage peut-être. Est-ce que tu as un crédit sur le dos? Est-ce que tu as un loyer à payer? Est-ce que tu as eu le temps de trouver un autre boulot? Moi je leur disais ça, avant de déclencher un courrier comme ça, faites attention, parce que vous risquez... Alors il y en a qui n'avaient pas cette...
ce discernement-là, et qui disait à l'employé, ben, vous faites un courrier, tout ça. Il se mettait pas à la place de la personne, ni de son contexte, parce que des fois, la personne avait un boulot à 1 heure de chez elle, elle avait un conflit avec son patron, mais peut-être que ce conflit, il y avait moyen de le régler d'une autre manière que lui envoyer un courrier recommandé, ou de trouver, il y avait peut-être moyen, parfois il faut un peu de souplesse pour obtenir quelque chose. Il y a la psychologie aussi dans un conflit. Là, ça s'appelle la médiation. Et la médiation est très importante dans un conflit. Parce que quand vous êtes dans un conflit ouvert, c'est très dur, c'est très violent. Et la personne, de toute façon, qui est employée, elle est en position de faiblesse. Elle finira toujours par être virée. Elle pourra aller au prud'homme. Et maintenant, les prud'hommes, c'est beaucoup moins payant qu'avant. Et donc, du coup, c'est galère après, pour retrouver du boulot. Il faut faire attention. Donc moi, je les poussais pas au conflit. Je les raisonnais. Et je leur disais, voilà. En tous les cas, je mettais devant eux, je leur disais, voilà, vous avez telle et telle et telle option. Voilà, vous avez telle option. Si vous avez telle option, on va voir quelles sont les possibilités, les conséquences de cette option. Et donc, on envisageait 1, 2, 3 options face aux problèmes qui m'exposaient. Et je leur disais, ben voilà, vous avez cette option A. Et cette option A, elle aura peut-être pour conséquence ça et ça. Êtes-vous prêt à assumer ces conséquences? L'option B, elle aura cette conséquence-là. Êtes-vous prêt à assumer ou pas ces conséquences-là? Et l'autre, la dernière option, eh bien c'était pareil. Et donc, elle repartait avec une décision à prendre, mais moi, je les soulageais parce que dans un dialogue, ça aide. Dans un échange, ça aide à y voir clair. Et le problème, c'est que des gens n'ont pas de dialogue, ils peuvent pas en parler. Ils en parlent chez eux dans leur famille. Ah, t'as qu'à envoyer chez ton patron, tout ça. Mais les gens qui disent ça ne savent. C'est ridicule, vous voyez, d'avoir un discours comme ça. Parce que après, ils assument pas. Si, je veux dire, le conseil d'un ami ou le conseil de la famille, si vous vous retrouvez en culotte courte, que vous avez plus d'argent, c'est pas forcément eux qui vont vous dépanner. Donc ça, il faut s'en méfier aussi des avis, des amis, hein. C'est un conseil que je vous donne aussi. Donc, on étudie les options, on voit les conséquences des options qui sont à prendre et on les prend en connaissance de cause. Et donc, on assume. Si tu pars pour un prud'homme, tu en as peut-être pour 2, 3, 4 ans. Donc, qu'est-ce que tu vas assumer? Ensuite, il faudra peut-être, si le patron fait appel, il faudra prendre un avocat. Est-ce que tu es prêt à assumer les frais d'avocat après? Parce qu'il y aura peut-être des frais d'avocat. Ou sinon, on va te donner un avocat d'office, mais qui va bâcler ton dossier. Es-tu prêt à tuer les ressources nécessaires pour avoir un avocat de bonne qualité? Je leur disais tout ça. Vous voyez? Donc ça, et puis, en fait, elle partait, et certains qui disaient, oui, moi je vais attaquer, j'en ai marre, j'ai envie d'y aller. Ok, vous y allez, mais vous savez qu'il y a ça et ça comme conséquence. Oui, mais je sais maintenant, pour moi, c'est important. Je leur disais, ok, parce que je comprends que ça puisse être important d'obtenir réparation de votre préjudice. Il y en a d'autres qui me disaient, non, j'ai pas envie de partir dans une procédure. Je vais ruminer ça, je vais y repenser. J'ai envie de laisser. Bon, moi, je leur disais, écoutez, vous allez voir votre patron, vous lui proposez une rupture conventionnelle, vous voyez poliment, vous négociez avec, et vous voyez ce qui en ressort. Puis elle revenait après, elle me disait, alors je leur disais, est-ce que ça a marché la rupture conventionnelle? Est-ce que vous avez réussi à l'avoir? Et il y en a qui me disaient, ben finalement, oui, il a accepté. Bon, ben vous allez pouvoir faire une reconversion avec ce que vous avez capitalisé en points de formation. Vous allez pouvoir entamer peut-être une reconversion, une formation, déboucher sur un métier qui vous plaira davantage, déménager. Vous aurez le chômage en attendant, ça c'est pas grand-chose, mais vous allez survivre avec. Et on partait comme ça, et la personne était soulagée, contente, parce qu'elle avait entendu une voix extérieure lui dire ce qu'elle avait envie d'entendre, lui dire vous êtes autorisé à partir, vous êtes autorisé à changer de vie. Moi je l'ai fait 10 000 fois dans ma vie et vous voyez je suis là aujourd'hui et demain je serai ailleurs. Vous voyez la preuve c'est que je suis devant des vidéos aujourd'hui. Mais je lui disais et je vous assure que ça fait du bien. C'est pas grand chose, vous savez, vous voyez, et ça je suis très fier d'avoir réalisé ça. Même si j'ai pas été reconnu par ma hiérarchie, même si j'ai pas eu cette reconnaissance légitime que j'aurais dû avoir face au bien que je faisais aux gens, parce que je leur faisais du bien, vraiment, je peux vous dire que ils étaient très contents de ce que je leur proposais. Il y en a même qui me mettaient des bonnes notes sur Google, tout ça. J'avais remonté les notes du service tellement elles étaient bas. Bon, bah voilà, donc
Mais il n'y a pas besoin, vous voyez, d'être un grand spirituel, il n'y a pas besoin d'être un grand... d'avoir des grandes théories spirituelles comme certains ont, avec des Jésus partout, tout ça. C'est du bon sens, c'est du relationnel quotidien, et il n'y a pas besoin d'invoquer je ne sais quoi de religion, de spiritualité pour avoir cette qualité-là. Tout le monde peut les avoir, on peut tous les avoir. Le tout, c'est d'aimer ce que l'on fait et d'aimer les gens et de vouloir les aider. C'est paradoxal parce que des fois je suis très dur, évidemment, des fois j'ai envie d'envoyer bouler tout le monde. Quand je vois les gogos qui se sont fait avoir avec le pic-pic et tout ça, des fois j'ai envie de les maltraiter, je dirais. Évidemment, collectivement, j'ai un point de vue parfois dur, mais individuellement, quand je me trouve face à une personne en souffrance, j'ai envie de l'aider. C'est normal, non ? Ça devrait être comme ça pour tout le monde. C'est comme ça que la situation s'améliore dans la société. C'est quand chacun a envie de rendre service à l'autre et a envie de le dépanner. Bon, c'est vrai qu'on ne rencontre pas ça chez beaucoup de gens, malheureusement. Mais il y en a. Et c'est vrai que dans les administrations, il y a du vent, vous allez mal entendre, mais c'est pas grave. Dans les administrations, il y a des gens qui sont très bien et qui ont cette qualité humaine. Dieu merci, il y en a encore. Le tout, c'est que vous ne savez pas sur qui vous tombez. C'est comme à l'hôpital. On tombe sur des infirmières qui sont très bien ou d'autres qui s'en foutent. C'est comme ça. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.